officiel tunisien provisoire fait état de 48 cadavres repêchés dimanche et 68 migrants secourus, dont 60 Tunisiens, 2 Marocains et 1 Libyen. Parmi les 48 corps repêchés, 24 ont été identifiés, 10 Tunisiens et 14 personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Ces personnes tentaient de traverser la Méditerranée pour joindre les côtes de l'Europe. Plus de 180 passagers se trouvaient à bord du bateau d'une capacité maximale de 75 à 90 personnes selon un survivant. Plus de 100 personnes pourraient avoir péri dans le naufrage, à en croire un porte-parole de l'Organisation internationale des migrations. La marine tunisienne a repris ses recherches lundi au large de la région orientale de Sfax pour retrouver d'éventuels survivants ou de nouveaux corps. Les autorités sont à la recherche de 8 des personnes impliquées dans l'organisation du voyage qui ont été identifiées et sont originaires de l'archipel de Kerkena. Cet énième naufrage est intervenu alors que le nouveau ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini promeut sa ligne anti-immigration en arguant que l'Italie ne pouvait être le camp de réfugiés de l'Europe. Lundi, le président français a affirmé sa volonté de poursuivre le dialogue avec l'Italie sur les migrants malgré le durcissement du discours du nouveau gouvernement. Le souverain jordanien qui a accepté la démission du Premier ministre Hani al-Molki a parallèlement désigné le ministre de l'Éducation Omar al-Razaz pour former un nouveau gouvernement. L'ancien Premier ministre à la tête du gouvernement depuis mai 2016 est confronté depuis mercredi à une vague de colère. À la base, des mesures dénoncées par la population, notamment un projet élargissant l'impôt sur le revenu à des salaires plus modestes et des hausses de prix du carburant et de l'électricité. Dimanche soir, quelques 5000 manifestants s'étaient rassemblés devant les bureaux du Premier ministre à Amman, réclamant son départ. Nous vivons dans la capitale arabe la plus chère, 28e au rang mondial. En tant que citoyens, nous ne pouvons pas payer plus d'argent au gouvernement. Et les impôts, les nouvelles lois, cela n'affecte pas que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, mais aussi les citoyens avec de bas revenus. La Jordanie est sous la pression du Fonds monétaire international pour mener des réformes et réduire ses déficits. Le FMI a approuvé en 2016 une ligne de crédit de 617 millions d'euros sur 3 ans. En contrepartie, le Royaume s'est engagé à mettre en place des réformes structurelles pour, entre autres, réduire progressivement sa dette publique à 77% du produit intérieur brut d'ici à 2021 contre 94% en 2015. Nossa tarefa, como sempre foi, é entrarmos em campo para impor o nosso jogo. La tâche que nous avons est d'imposer notre jeu pour que nous puissions passer aux jeux les plus importants de la compétition. E continuarmos o nosso trajeto até aos jogos oficiais. Claro que com a presença do Cristiano. Notre groupe est maintenant complet et il est évident que la présence de Cristiano nous permet de nous regrouper autour de notre principal objectif de victoire et progression. E espero que ele nos possa ajudar, como tem vindo a ajudar até agora, a atingir os nossos objetivos. O nível de exigência está sempre a top. Nous nous sentons au mieux de notre forme. C'est très motivant de l'avoir parmi nous. C'est évident avec le meilleur joueur du monde, mais il nous permet aussi de nous faire tous progresser afin d'y arriver tous. Dar o nosso máximo para também conseguirmos evoluir cada vez mais. Le peuple de Guatemala vit depuis lundi un drame. L'éruption dimanche du volcan de feu, culminant à 3763 mètres, est située à 35 km au sud-ouest de la capitale de Guatemala, a entraîné l'évacuation d'urgence de plus de 4500 personnes des villages situés sur le flanc du volcan. La projection de lave et de cendres sur une vaste zone a fait au moins 69 morts. À en croire le porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes, les personnes décédées avaient été piégées par la lave incandescente descendue à toute vitesse du volcan. Il a indiqué que quelques 46 blessés ont été recensés, dont la moitié sont dans un état grave.
On s'attend à des pluies plus fortes pendant les 5 prochains jours, ce qui pourrait devenir un problème à cause de la possibilité d'avalanches de boue, vu la grande quantité de matériaux volcaniques restant dans les ravines et les rivières. Un total de 1 700 000 de personnes sont affectées à divers degrés par la catastrophe, selon la protection civile. Le président guatémaltèque Jimmy Morales a décrété un deuil national de 3 jours. Ils appartenaient tous au groupe dissident dirigé par Walter Artizala, alias Guacho. Ce dernier est notamment accusé de l'enlèvement et de l'assassinat en avril d'une équipe de 3 employés du journal El Comercio de Quito. Le principal recherché a réussi à s'échapper. L'opération a été menée par l'armée de l'air et la police à la Guayacana, dans le département colombien de Nariño, à la frontière avec l'Équateur. Ces personnes faisaient partie ou avaient intégré un des cercles de sécurité appartenant à Guacho et ayant perpétré des actes terroristes contre des forces publiques et la population. Près de 40 membres du groupe organisé Guacho sont déjà devant la justice ou ont été tués. Sans commandement centralisé, les groupes dissidents des FARC opèrent dans plusieurs régions de Colombie et selon l'armée, compterait environ 1200 combattants entre ex-guerrilleros ayant rejeté l'accord de paix et nouvelles recrues. Depuis l'enlèvement et le meurtre de l'équipe de presse équatorienne à la frontière, les autorités colombiennes ont intensifié les opérations militaires envers ces dissidents. La Cour internationale de justice a tranché mercredi le différend entre la France et la Guinée équatoriale qui entretiennent des relations tendues après la condamnation par un tribunal français du vice-président équato-guinéen Théodorine Obiang pour avoir mené un train de vie somptueux avec des fonds publics. Portant le différend devant la Cour internationale de justice, la Guinée équatoriale a accusé Paris de violer l'immunité diplomatique de son vice-président et demandé la suspension des poursuites. La Cour, qui s'est déclarée incompétente sur ce point, avait refusé cette requête et laissé libre cours à la justice française. La Cour, 1. Par 11 voix contre 4, retient la première exception préliminaire soulevée par la République française, selon laquelle la Cour n'a pas compétence sur la base de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Paris a toujours contesté la compétence de la Cour internationale de justice dans cette affaire en se fondant sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et a accusé Malabo de vouloir paralyser la procédure pénale française contre Théodorine Obiang. Malabo estime également que les autorités françaises n'avaient pas le droit de perquisitionner la propriété de 6 étages de la famille Obiang sur l'avenue Foch. La propriété de luxe qui dispose d'un cinéma, d'un spa et de robinets en or serait son ambassade à Paris, ce qui est contesté par la France. Sur ce point, la Cour internationale de justice s'est déclarée compétente. La Cour conclut qu'elle a compétence pour se prononcer sur l'aspect du différend relatif au statut de l'immeuble en tant que locaux diplomatiques, compétence qui inclut toute demande relative aux pièces d'ameublement et autres objets se trouvant dans les locaux du 42 avenue Foch à Paris. La Cour devrait se pencher sur l'affaire portant sur le statut de l'immeuble lors de prochaines audiences. Les populations vénézuéliennes sont accablées par toutes sortes de problèmes. Les victimes du cancer et d'autres maladies chroniques, transplantés au risque de perdre leurs organes, accompagnés de leurs proches, étaient dans les rues mardi. Ils ont protesté devant le siège du ministère de la Santé pour exiger des réponses. Elisabeth souffre d'un cancer de sein et est condamnée à mourir si elle ne reçoit pas de chimiothérapie. L'État n'accepte pas la responsabilité de ce médicament, de ce traitement qui n'existe pas ici. Donc ils disent aux patients, vous êtes condamnés. Parce que l'État ne garantit pas tous les outils et les machines alors qu'on n'a pas assez pour manger.
Je suis malade et je n'ai même pas mangé le petit déjeuner. On sait, ma femme et moi, que s'il ne lui donne pas son traitement, malheureusement, ma femme va mourir. Je tiens le président et le ministre de la Santé pour responsables de la vie de mon épouse. Le vice-ministre n'est même pas descendu écouter la colère des gens qui sont en train de mourir à cause du manque de traitement et matériel. C'est ça le visage d'un gouvernement méprisable qui ne s'intéresse pas à la santé des Vénézuéliens. Souffrant d'une grave crise socio-économique, les Vénézuéliens souffrent d'une pénurie de 95% des médicaments pour les maladies chroniques et les hôpitaux ne disposent que de 20% du matériel médical chirurgical dont ils ont besoin, selon l'association médicale. Le secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique défend la procédure de suspension et souhaite ouvrir un canal humanitaire pour acheminer des aides vers le pays en crise. Mais le Venezuela tient mordicus. Il estime que l'OEA n'est pas légitime pour décider de la légalité de ses affaires. L'unique organisme qui peut déclencher ce qui est légal ou illégal au Venezuela, ce sont ses institutions et son peuple. Ce qu'il y a, aucune organisation, cette organisation n'a absolument aucune importance pour notre pays. Je tiens à dire qu'ici, il n'y a pas d'intervention. Nous appliquons les mécanismes qui défendent la démocratie et défendent les droits des gens. Un peuple souffre énormément parce qu'il y a une dimension humaine et c'est cela dont nous devons toujours tenir compte. C'est la première fois que 19 pays ne reconnaissent pas les résultats de l'élection, mais plus important encore, ils ne reconnaissent pas le gouvernement de Nicolás Maduro, ils le considèrent illégitime, ce qui est une grande réussite. Nous demandons aussi à ce qu'ils acceptent l'aide humanitaire qu'offrent les États-Unis à n'importe quel pays de la région. 7 pays parmi les plus importants de l'institution exhortent Nicolás Maduro à mettre en œuvre les mécanismes pour la sauvegarde et la défense de la démocratie représentative, conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte démocratique interaméricaine. Il s'agit donc de lancer la première étape du processus de suspension. L'augmentation de l'activité volcanique a provoqué la panique dans la ville d'Escuintla, située près du colosse haut de 3763 mètres et située à 35 km au sud-ouest de la capitale. Ses habitants ont très vite quitté la ville au volant de leur voiture, provoquant un immense chaos. La catastrophe a affecté à divers degrés un total de 1 700 000 de Guatémaltèques. L'éruption a touché notamment des communes rurales proches du volcan et la ville coloniale d'Antigua, le plus important site touristique de Guatemala. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans plusieurs départements les plus affectés par l'éruption. Les députés ont également commandé un rapport sur les dégâts dans les nombreuses exploitations de café et maïs affectées. 2625 personnes ont dû être relogées. La présidence a déjà précisé qu'un plan de reconstruction a commencé à être élaboré mardi, alors que les familles des victimes commençaient à enterrer leurs morts dans de longues processions. Le volcan de Fuego était déjà entré en éruption en janvier 2018. En septembre 2012, son précédent réveil avait entraîné l'évacuation de quelques 10 000 personnes résidant dans des villages situés sur le flanc sud.